Is that a tangible threat? Obviously it isn't. Est-ce une menace tangible? Évidemment, ce n'est pas le cas. En termes économiques, en quelque sorte, oui, c'est une question compliquée. La menace chinoise est une menace purement existentielle. Maintenant, c'est un mot surutilisé et souvent mal utilisé. Mais il est approprié dans ce contexte parce que la menace que représente la Chine est simplement basée sur son existence. C'est tout. Cela n'a rien à voir avec ce que la Chine fait ou dit. Le fait qu'elle existe et qu'elle possède des capacités grandes et croissantes devient intolérable, tant en termes de réflexion stratégique qu'en termes émotionnels et psychologiques pour l'Amérique. And also in emotional, psychological terms for America. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and today I'm talking again to... Bonjour à tous, ici Pascal Letaz des études sur la neutralité, et aujourd'hui je parle à nouveau avec le toujours brillant Michael Brenner. Michael est professeur émérite des affaires internationales à l'Université de Pittsburgh et membre du Centre pour les relations transatlantiques à Johns Hopkins. Il a récemment publié un nouvel essai intitulé « Hégémonie ou échec », dans lequel il examine de plus près ce concept très discuté que j'ai trouvé très précieux. Alors, discutons de l'hégémonie aujourd'hui. Michael, bienvenue de nouveau. Michael, welcome back. Eh bien, Pascal, c'est un plaisir de revenir avec vous et de rejoindre votre liste distinguée de participants et d'interviewés. No, thank you very much. You know, you're Merci beaucoup. the one who always... Vous savez, vous êtes celui qui explore toujours les concepts de manière magnifique et les explique très bien, tout comme lors de notre première discussion sur les néoconservateurs. Vous avez vraiment parcouru la genèse du terme et des personnes. Aujourd'hui, nous voulons faire cela pour l'hégémonie à cause de votre essai. Alors, Michael, qu'est-ce que l'hégémonie? Michael, what is hegemony? Well, before we jump in and focus directly on Eh bien, avant de plonger et de nous concentrer directement sur l'hégémonie, permettez-moi de reculer un instant et de faire quelques points sur la préoccupation des États-nations pour la sécurité. L'hégémonie constitue la forme ultime de sécurité, du moins en théorie et en concept. Chaque État a deux obligations primordiales. Premièrement, assurer la paix et la stabilité intérieure, et deuxièmement, protéger le pays contre les menaces extérieures à son intégrité physique et à son indépendance politique. Cela signifie qu'il doit être constamment attentif à l'environnement dans lequel il existe. Les pays ont parmi leurs obligations principales la nécessité de formuler des stratégies pour atteindre cette sécurité. Ces stratégies sont limitées par un certain nombre de facteurs. The strategies are delimited by a number of things. Obviously, geography. Évidemment, la géographie et leurs relations, tant en termes de proximité que de connexion politique avec d'autres États, jouent un rôle crucial. Ils doivent également considérer leurs forces relatives. De plus, ils doivent prêter attention à leurs propres capacités et à la manière dont celles-ci s'alignent avec le niveau de sécurité qu'ils visent à atteindre. Les États-Unis ont été uniques parmi les grandes puissances en raison de deux particularités de leur situation. Premièrement, pendant au moins ces 150 premières années, ils n'ont pas fait face aux préoccupations de sécurité typiques qui sont normales pour tout pays. Cela était en grande partie dû à la géographie. Il n'y avait pas de menace externe significative pour les États-Unis après l'invasion britannique de 1812. C'était un effort pour grossir l'indépendance et peut-être abattre l'autorité britannique. To replay the Revolutionary War and reconstitute perhaps British authority. The United States did fight wars in that period. Les États-Unis ont mené des guerres pendant cette période, 2 fois avec l'Espagne. En 1819, ils ont saisi la Floride pour des raisons qui restent encore obscures. C'était bien sûr à l'époque pré-bismarckienne. Et de nouveau avec l'Espagne, en 1898, la guerre hispano-américaine. Entre-temps, en 1848, nous avons entrepris une guerre d'agression contre le Mexique et avons saisi la moitié de leur territoire. Mais ce furent des conflits initiés par les États-Unis
pour des raisons de satisfaire des désirs, pas vraiment des besoins, qui ne touchaient pas aux intérêts de sécurité de base. Arrive la Première Guerre mondiale. Cela pourrait être considéré comme un seuil, mais même cela est ambigu, car il n'y avait pas de menace directe pour l'intégrité physique ou l'indépendance politique américaine de la part de l'Allemagne impériale et de ses alliés. From Imperial Germany and its allies. The United States did very much sort of prefer Europe. Les États-Unis préféraient l'Europe telle qu'elle existait en 1914, plutôt qu'une Europe dominée par une Allemagne très puissante. Cependant, même cette situation prospective ne représentait pas une menace directe pour la sécurité américaine. Le grand changement s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis ont perçu leur position dans le monde et finalement leur sécurité comme étant menacée par les puissances de l'Axe. Par conséquent, la vision américaine du monde et sa conception de la sécurité ont changé de manière spectaculaire. Ils ont réalisé qu'ils devaient s'engager dans le monde. Ils devaient se comporter comme un État normal le ferait, en veillant à ce que les conditions extérieures ne posent pas de menaces pour les États-Unis ou leurs intérêts fondamentaux. Bien sûr, sa définition des intérêts fondamentaux, tant en nature qu'en géographie, s'était élargie. La menace était centrée sur l'Union soviétique et le bloc communiste international dirigé par les soviétiques, communément appelé le bloc soviétique. Le véritable choc, en termes de fin de la période d'invulnérabilité américaine, est survenu en 1949, lorsque l'Union soviétique a fait exploser sa première bombe atomique. Peu de temps après, ils ont développé les moyens de la livrer et d'attaquer les États-Unis. En d'autres termes, des avions pourraient atteindre les États-Unis et larguer des bombes atomiques, et bientôt des bombes à hydrogène sur les États-Unis. La fin de la guerre froide et la capacité nucléaire soviétique sont devenus le grand défi pour les États-Unis et la manière dont ils percevaient leur sécurité. Depuis lors, les États-Unis ont cherché à relever ce défi. La prochaine rupture significative a été l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. La continuité dans la pensée américaine prend ses formes. Premièrement, la tolérance américaine à l'insécurité a été extraordinairement faible. Chaque État, lorsqu'il calcule le niveau de sécurité acceptable et réalisable, accepte normalement qu'il ne peut être total ou complet. Ce que les États-Unis visaient, c'était de restaurer la sécurité totale dont ils jouissaient entre 1789 et, disons, 1941. Cela, bien sûr, a eu des implications profondes qui continuent d'influencer la politique étrangère américaine et ses relations avec le monde. En 1991, ils pensaient avoir atteint une ressemblance proche de cette sécurité totale lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Il ne semblait plus y avoir de menace extérieure capable de défier la primauté ou la domination américaine, et personne ne pouvait menacer les États-Unis. Une deuxième caractéristique de la pensée américaine sur la sécurité, qui est devenue très marquée à cette époque, était qu'elle devait être permanente. En d'autres termes, il ne devrait pas simplement représenter une configuration temporaire d'État ou une constellation éphémère de pouvoir entre les États. Au contraire, il devrait être ancré dans des conditions mondiales où il n'y avait aucune manière concevable ou raisonnable qu'une menace pour les États-Unis puisse émerger. Cela a été clairement énoncé dans le tristement célèbre Mémorandum Wolfowitz du 19 mars 1991. Le mémorandum exposait une grande stratégie pour que les États-Unis utilisent leur prédominance extraordinaire en 1991 pour créer effectivement une hégémonie. L'hégémonie peut être définie en termes de contrôle. Il existe différentes variations et degrés de contrôle, ainsi que des méthodes pour l'atteindre et le maintenir, et sa durabilité.
especially maintaining control and its durability. What the Wolfowitz sort of scheme aimed at Ce que le plan Wolfowitz visait, c'était de garantir des conditions qui fourniraient aux États-Unis une sécurité totale de manière permanente. Cela signifiait maintenir une supériorité militaire dans chaque région du monde, un concept connu dans les termes du Pentagone comme la dominance de l'escalade. En d'autres termes, les États-Unis seraient militairement supérieurs partout, garantissant qu'il ne pourrait y avoir aucune menace militaire réelle. À ce moment-là, il n'y avait aucune menace. Le mémorandum Wolfowitz soulignait la prévention de l'émergence ou du développement de toute puissance qui pourrait à l'avenir rassembler suffisamment de forces pour menacer les États-Unis. Cela indiquait une politique de sécurité mondiale très active et agressive. L'objectif était d'intervenir non seulement pour prévenir une autre nation qui pourrait attaquer les États-Unis, mais aussi pour tout État potentiellement menaçant. threat capable state from appearing. And that really underscored and highlighted the kind of intervention. Et cela a vraiment souligné et mis en évidence le type d'interventionnisme de divers genres, militairement au Moyen-Orient et ailleurs, et politiquement et économiquement également. Cela a constitué le cadre intellectuel et politique de la politique étrangère américaine au cours des 30 à 33 dernières années. Une autre remarque brève à ce sujet, en 1991, le mémorandum Wolfowitz a été publiquement et officiellement désavoué par l'administration Bush, Bush l'aîné si vous voulez, et a fait face à beaucoup de critiques. Mais au fil du temps, pour une myriade de raisons complexes et entrecroisées, la vision du monde de Wolfowitz et ses objectifs déclarés de la politique de sécurité américaine sont désormais devenus omniprésents. Ils sont devenus le dogme des néoconservateurs, dont nous avons déjà discuté. C'est devenu le dogme, non seulement des néocons, mais de l'ensemble de l'establishment de la politique étrangère américaine. Cela est évident dans l'unanimité complète parmi les personnes influentes concernant leurs attitudes envers la Russie, les enjeux qu'ils ont définis en Ukraine, et leur attitude très hostile et antagoniste envers la Chine, qu'ils ont effectivement déclaré ennemis sans aucune provocation sérieuse de la part des Chinois. Tout cela relève de ce que nous appelons communément l'hégémonie ou la recherche de l'hégémonie. Je pense que cela est le plus clairement illustré par l'unanimité sur la manière de traiter avec la Chine. Il y a un nombre considérable de penseurs politiques aux États-Unis qui veulent la paix avec la Russie pour avoir le temps et la force de se concentrer sur la Chine. Tucker Carlson appartient à cette catégorie, et je ne suis pas sûr de la position exacte de Donald Trump. Je pense que cela reste à voir. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent terminer la guerre en Ukraine, non pas principalement pour rétablir la paix, mais pour rediriger l'attention des États-Unis vers le Pacifique. Il y a 3 ans, lorsque l'administration Biden est arrivée au pouvoir, toutes ces idées se sont réunies et ont formé un schéma stratégique. Ce schéma est maintenant universellement accepté. Il a grandement sous-estimé la puissance et l'importance de la Russie. Les différences résidaient uniquement dans la manière de traiter avec la Russie, qu'il considérait comme relativement faible, et non comme une menace à long terme de la même ampleur que la Chine. Une approche consistait à isoler la Russie avec les États de l'OTAN, lui refusant effectivement la capacité de s'étendre ou d'étendre son pouvoir au-delà de ses propres frontières. Et ainsi, la Russie serait condamnée. La politique agressive de l'OTAN, qui a été publiquement déclarée par le président George W. Bush en 2008, visait à intégrer l'Ukraine, la Géorgie et peut-être même l'Arménie dans l'OTAN.
Le plan était d'établir des bases de l'OTAN dans tous ces pays, diminuant ainsi la signification de la Russie en tant que puissance mondiale. Cette stratégie s'est intensifiée, notamment en 2014. Il y avait des personnes qui, pour diverses raisons, émotionnelles, personnelles ou intellectuelles, ont toujours nourri une attitude très antagoniste envers la Russie. Harbored a very antagonistic attitude towards Russia. And many of them fell into the category of what we call sort of neocons. Et beaucoup d'entre eux appartenaient à la catégorie de ce que nous appelons les néocons, incarnés par des personnes comme Victoria Nuland et Tony Blinken, qui ont une animosité profonde envers la Russie. Cette animosité n'est pas récente, elle remonte à 2 ou 3 générations. Certains d'entre eux ont hérité de sentiments amers parce que leurs ancêtres ont émigré de la Russie tsariste. Ce n'est pas une simple spéculation, c'est un facteur significatif. Quoi qu'il en soit, il y avait aussi des éléments qui voulaient aller au-delà du strict endiguement de la Russie. D'autres personnes ont favorisé et organisé le coup d'État de Maïdan en 2014. Avec son succès et l'installation de nationalistes ukrainiens enragés au pouvoir, où l'élément Bandera et d'autres exerçaient une influence disproportionnée, la tentation de vraiment s'attaquer à la Russie a grandi. L'objectif n'était pas seulement de la contenir, mais de la diminuer physiquement. C'était la racine de la crise ukrainienne. En fait, ce qui s'est passé au cours de l'année 2021, jusqu'en février 2022, c'était la préparation d'une confrontation avec la Russie au sujet du Donbass. Nous avons formé et équipé une très grande armée ukrainienne qui est devenue assez efficace. Les Ukrainiens, avec notre encouragement, ont concentré leurs forces à la frontière avec les républiques séparatistes du Donbass. Et il y avait un plan pour reprendre le Donbass par la force. L'idée était que, quelle que soit la réaction de la Russie, les États-Unis et leurs proxys, l'Ukraine, gagneraient. Si la Russie ne répondait pas à la force par la force, cela démontrerait leur faiblesse totale, ce qui pourrait avoir des répercussions à Moscou. Peut-être pourrions-nous nous débarrasser de Poutine. Poutine, bien sûr, est haï et détesté par l'élite politique américaine pour une combinaison de raisons irrationnelles et rationnelles. En arrière-plan, l'objectif a toujours été le changement de régime depuis 2014. Au minimum, se débarrasser de Poutine et au maximum, ramener un leader sobre de type Eltsine. Bref, revenons au sujet. C'est drôle qu'il l'ait appelé sobre, alors qu'il était célèbre pour être tout le contraire. Vous ne vouliez pas d'un leader russe, aussi malléable soit-il, qui serait trouvé en train de marcher en sous-vêtements à 2 heures du matin sur Pennsylvania Avenue, ivre, et demandant aux passants où il pourrait trouver une pizza, ce que Yeltsin a fait lors d'une visite à Washington. Oui, d'accord. Donc il y avait 2 réactions russes possibles. L'une ou l'autre était considérée comme une victoire pour les États-Unis. Soit les Russes se retireraient, soit s'ils utilisaient la force, ils seraient vaincus et humiliés. Il y aurait une montée de l'opposition à Poutine et à son gouvernement. Il serait renversé. En plus de cela, les sanctions économiques sévères, dont beaucoup avaient déjà été imposées avant même le début de la guerre, entraîneraient un effondrement de l'économie russe. Donc, la combinaison de l'humiliation sur le champ de bataille et d'un effondrement de l'économie russe dirait adieu à M. Poutine. C'est ce qui était attendu. Une fois débarrassé d'une Russie peu accommodante qui n'était pas heureuse d'exister en marge de l'Europe comme une sorte de faible, il passerait à la Chine. Tout le monde reconnaissait qu'à long terme, la Chine représentait une menace plus grande en raison de sa force économique énorme et de sa population.
En même temps, de manière mineure, il y avait certaines personnes à Washington qui nourrissaient l'idée « Pourquoi ne pas diviser la Russie et la Chine en disant aux dirigeants russes que tôt ou tard la Chine viendra les attaquer ?» Sooner or later, China's going to come after you. Remember the Mongols. Really? Think of the yellow peril. Souvenez-vous des Mongols, n'est-ce pas? Pensez au péril jaune. Vous avez croisé le fer avec eux le long du fleuve Amour aussi récemment que la fin des années 1950 ou 1960. Alors pourquoi ne pas nous rejoindre? Bien sûr, vous ne seriez rien d'autre qu'un cousin de la campagne. Vous seriez un appendice insignifiant et marginal du grand monde occidental. Mais vous pourriez vivre heureux dans votre petit coin et vous en sortir en tant que pays faible, relativement pauvre et insignifiant sur le plan international. Ils ont en fait offert cela à Poutine. Blinken lui a même proposé à nouveau après la première phase de la guerre en Ukraine. De quelle manière était-ce? Je ne me souviens pas de l'instance. À Moscou, je pense que c'était Blinken lui-même qui a soulevé cela au début de 2022, même après le début des hostilités. Mais le même message avait été communiqué de manière informelle à Moscou avant le déclenchement de la guerre. Cela repose sur une réalité fondamentale que les décideurs aux États-Unis et à Washington ne comprennent pas. Ils ne comprenaient certainement pas les réalités militaires. Maintenant, ils le font. Ils ont totalement mal compris la politique de la Russie, la force et la position de Poutine et l'économie russe. L'économie russe croît maintenant plus rapidement que l'économie américaine et beaucoup plus rapidement que toutes les économies d'Europe occidentale, qui sont soit stagnantes, soit en légère récession. Ils n'avaient absolument aucune compréhension de cela. Et c'est important parce que les personnes qui comprenaient vraiment la Russie, tout comme celles qui comprennent vraiment la Chine, ont été ignorées. Certaines d'entre elles ont simplement, au fil des ans, ce n'est pas seulement un phénomène nouveau, été forcées de quitter la CIA ou l'Agence de renseignement de la défense ou d'autres institutions. Washington aujourd'hui, je veux dire les États-Unis, est une culture politique dans laquelle les gens portent leur ignorance comme une insigne de rang. Je sais que c'est une déclaration extrême à faire, mais c'est vrai, et les faits soutiennent cette affirmation. La réalité exposée par l'Ukraine concernant la Russie n'a pas enregistré au point de forcer une réévaluation de la grande stratégie de Wolfowitz, qui est maintenant un dogme à Washington. Le seul débat qui existe dans la communauté de la politique étrangère de Washington, ainsi que dans l'administration elle-même, est de savoir s'il faut essayer de conclure le conflit en Ukraine, qui s'est avéré décevant en termes de ses effets sur la Russie, y mettre fin d'une manière ou d'une autre, et se consacrer sérieusement à affronter la Chine. D'un autre côté, certains soutiennent que nous devons vraiment vaincre la Russie, la diminuer, et peut-être l'écraser en tant que force avant d'affronter la Chine. Certains croient même que nous pouvons affronter les deux simultanément. Le président Biden a exprimé ce point de vue dans une interview célèbre il y a quelques mois, lorsque la question lui a été posée. Lors de l'interview, on lui a demandé si les États-Unis avaient vraiment la capacité de se lancer dans un grand conflit avec à la fois la Russie et la Chine. La réponse de Biden, qui a été rendue publique et mise en avant, était « De quoi parlez-vous ? C'est les États-Unis d'Amérique. Nous sommes la puissance la plus forte qui ait jamais existé dans l'histoire du monde. Oui, nous pouvons les affronter. Nous pouvons les affronter tous les deux. Bien sûr, c'est totalement absurde à tout point de vue, qu'il soit militaire, diplomatique, politique, économique ou autre. Mais c'est la réalité aux États-Unis. C'est l'hégémonie, frustrée, mais une réticence à abandonner
ou même à nuancer l'engagement dogmatique à atteindre l'hégémonie américaine. Irrationnel, oui. Illogique, oui. Mais c'est la réalité des choses. Irrational, yes. Illogical, yes. But that's the reality of things. But in that sense, hegemony already contains. Mais en ce sens, l'hégémonie contient déjà le germe de sa propre destruction, n'est-ce pas? Comparons deux des mémos les plus importants de l'histoire diplomatique des États-Unis du XXe siècle, celui de Wolfowitz, que vous avez mentionné, et l'article X de George Kennan, de 1946 ou 1947. L'article de George Kennan s'intitulait « Les sources de la conduite soviétique ». Kennan a analysé les soviétiques pour formuler une approche à leur égard. En revanche, la doctrine Wolfowitz n'offre aucune analyse de qui que ce soit d'autre. Elle se concentre simplement sur l'imposition continue du pouvoir américain et les stratégies pour y parvenir. Ainsi, tandis que l'approche de Kennan essaye de prendre en compte l'autre côté, la doctrine Wolfowitz les exclut et les traite comme étant sans importance. Wolfowitz excludes them and just takes them as irrelevant, and that then actually led in the 19 Et cela a effectivement conduit, dans les années 1990 et 2000, à un déclin significatif des spécialistes de la Russie. Des personnes comme Jack Matlock étaient d'excellents spécialistes de la Russie. George Kennan, bien sûr, était lui-même un grand spécialiste. Les États-Unis ont une histoire de production de grands spécialistes de l'Union soviétique. Cependant, tout ce domaine d'études a décliné au point où les gens ne savaient plus assez. Il n'y avait pas assez de connaissances institutionnelles sur la véritable force de la Russie que Vladimir Poutine a réussi à reconstruire dans les années 2000 et 2010. Cette approche hégémonique conduit alors à la mégalomanie, n'est-ce pas? Et cela ronge maintenant la fondation structurelle sur laquelle elle est construite. Êtes-vous d'accord avec cela? That's exactly right. I mean, that's very eloquently put. C'est tout à fait exact. C'est très bien formulé. La formulation de la stratégie américaine au cours des 30 dernières années a été un processus purement déductif. Vous commencez avec certaines idées centrales sur ce qu'est le monde et ce que sont les autres grands pays. Certaines idéologies fixent des objectifs ultra ambitieux et audacieux. Ensuite, votre observation du monde est entièrement filtrée par ces pensées et concepts. Quiconque dévie de cette vision dogmatique, y compris des interprétations plus spécifiques de ce que sont la Russie et la Chine, est rejeté. Dans certains cas, dans le milieu universitaire, ils sont ostracisés. Ils sont exclus. Vous savez, vous ne pouvez pas écrire ou publier un article. Stephen Cohen, qui était un grand analyste de la Russie et de l'Union soviétique et qui est décédé il y a quelques années, a subi ce sort. Il a souligné à quel point les idées fausses sur la Russie étaient erronées et combien la politique américaine envers l'Ukraine depuis 2014 était une grave erreur. En fait, voici une petite anecdote. Il avait une richesse considérable, en partie grâce à son mariage. Il a proposé à l'American Association of Slavic Studies, qui est la principale association académique traitant de la Russie et de l'Europe de l'Est, de financer une bourse ou plusieurs bourses pour soutenir les doctorants dans les universités américaines étudiant la Russie. C'était un montant significatif, bien que j'oublie le chiffre exact. Il n'y avait qu'une seule condition, que la bourse porte son nom. The one condition was that it bear his name. And they refused, Ce qui est la chose la plus normale pour ce genre de bourse, oui. and they refused it outright. Et ils l'ont refusé catégoriquement. Ils l'ont refusé catégoriquement parce que le nom de Stephen Cohen, il y a 6 ans je crois, portait toutes les connotations de Léon Trotsky ou Lénine. Je ne veux pas faire de déclarations extrêmes, mais je pense qu'il faut, au nom de la vérité, reconnaître qu'il y a un aspect psychologique anormal dans la pensée de la politique étrangère américaine de nos jours. Sans en tenir compte, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. And without taking it into consideration, you cannot understand what's happening.
Oui, je suis d'accord. Lorsque les sociétés entrent dans des moments idéologiques extrêmes qui sont très malsains, le système commence à éjecter tous les centres de raison qui pourraient encore vous ramener. Stephen Cohen en faisait partie. Sa femme, Katrina Vanden Heuvel, qui était également sur cette chaîne, veut toujours maintenir une certaine forme de relation avec la Russie. Mais bien sûr, ils sont surpassés et en infériorité numérique dans l'ensemble du processus politique aux États-Unis. Ils sont totalement marginalisés. J'en discutais avec un ami anglais ce matin. Il a mentionné des personnes comme celles que vous avez et quelques autres. Ce n'est pas seulement la Russie, mais aussi la Chine. Je veux dire, Chas Freeman a été totalement évincé, un homme avec des références non seulement impeccables, mais inégalées en Chine depuis des années. Il est incapable de faire publier un éditorial dans un journal. Il n'est ni invité ni interviewé dans les médias grand public. Il n'est jamais cité dans les articles analytiques. En ce qui concerne la communauté de la politique étrangère américaine et toute la classe politique des États-Unis, Chas Freeman n'existe pas, ce qui est, encore une fois, extraordinaire. Chas Freeman doesn't exist, which again extraordinary. But the point about, at least these people do exist in the United States. Mais ce que je veux dire ici, c'est que au moins ces personnes existent aux États-Unis. Ils ont ce genre de monde samizdat moderne. La différence ici est qu'ils le font ouvertement. Ils apparaissent dans votre émission, et d'autres également, et ils s'expriment librement. Mon ami anglais disait que l'équivalent de ces groupes, non pas des groupes au sens organisé, mais un certain nombre de personnes ayant occupé des postes distingués dans le gouvernement et le milieu universitaire, qu'ils soient à la retraite ou non, diffèrent radicalement de la ligne conventionnelle. Ils n'existent pas en Angleterre. Ils n'existent pas en Allemagne. Vous pouvez me dire s'ils existent au Japon. C'est une autre question. Eh bien, c'est tout le syndrome de la Chine. Certains d'entre eux existent là-bas, mais cela fait partie d'une autre tradition de scepticisme et de critique de gauche, plutôt que d'être spécifiquement axé sur les politiques. Cela n'inclut qu'une ou deux personnes ayant occupé des postes gouvernementaux, et aucune, je pense, de grande importance. Alors qu'aux États-Unis, ces personnes faisaient partie de l'élite la plus en vue à une époque. Tingamichas. Je ne sais pas si c'est le gouvernement ou les États-Unis, mais bien sûr, les États-Unis ont toujours été une société plus libre, moins strictement configurée que les sociétés européennes. Il y a plus d'espace politique, géographique, vous le nommez, où ces gens peuvent vivre et exister. Contrairement à l'Angleterre, ils n'ont pas à s'inquiéter d'être rejetés lorsqu'ils entrent dans leur club de gentlemen de Pall Mall. Oui, malgré toutes ces critiques, le système politique américain a une histoire et est encore capable d'accommoder, dans une certaine mesure, des désaccords qui, dans de nombreuses sociétés européennes, sont déjà en dehors des marges et seront écartés ou n'atteindront jamais les plus hauts échelons. Il y a des dissidents au Royaume-Uni. Le plus célèbre serait bien sûr Jeremy Corbyn. Mais il a été non seulement marginalisé, mais aussi rendu impossible par le courant politique dominant. En Allemagne, je ne peux pas penser à un leader politique, mais il y a des penseurs académiques, comme Ulrich Gero, et d'autres qui font cela, mais ils n'ont jamais été dans le processus politique, en dehors de certains réseaux d'élite. Il y a des réseaux d'élite. Nifalena, une femme éminente du Parti vert, a maintenant formé son propre parti. Désolé, oui, Wagenknecht. Et parce que je veux dire, en Grande-Bretagne, ce qui est arrivé à Jeremy Corbyn est similaire à ce que Staline a fait à Trotsky.
Starmer se serait très bien intégré dans l'ancien Politburo soviétique. Il a purgé tout le parti, y compris son ancien leader, qui a obtenu des résultats électoraux bien meilleurs que lui. Maintenant, Jeremy Corbyn, je sais que nous dévions, mais juste pour un moment, a remporté 40% du vote total en 2017. Matter of rather forward. Jeremy Corbyn won 40% of the total vote in 2017. Starmer won 34%. And Starmer won 34% under conditions in which the Et Starmer a remporté 34% dans des conditions où le Parti conservateur s'était effondré et où le Parti national écossais ne représentait pas le genre d'opposition conséquente qu'il avait en 2017. Donc, parler de la manière dont Starmer a reconstitué et fait un gagnant d'un parti travailliste en échec sous Corbyn est pure fiction. Il est le plus petit perdant, mais il agit comme un autocrate. Quoi qu'il en soit, c'est une déclaration ad hoc. Anyway, that's an ad hoc statement. Mais c'est une bonne observation. Revenons à l'hégémonie, parce que je ne pense pas que nous en ayons encore fini avec elle. J'ai une question de plus, qui découle de l'exposition que vous avez donnée au début. Elle se rapporte également à l'hégémonie sapant ses propres fondations. Une conséquence de l'approche des États-Unis envers l'hégémonie est cette construction massive et sans précédent de base, comme la domination militaire. Vous devez placer vos pièces sur chaque parcelle de terrain, comme le dit parfois Jeffrey Sachs, comme dans le jeu Risk. Vous devez avoir vos soldats partout. Ce qui est intéressant dans le discours sur la sécurité aux États-Unis, c'est que la sécurité des États-Unis ne concerne soudainement plus seulement la sécurité du territoire entre le Pacifique et l'Atlantique, plus les dépendances. Il s'agit soudainement de la sécurité de nos troupes. Les États-Unis ne cessent de dire que ces terroristes embêtants et horribles menacent la sécurité des bases et des troupes américaines. Nous sommes tellement en insécurité. Ensuite, il y a des incidents d'il y a environ 1 an ou 2, lorsque 1 ou 2 soldats ont été tués quelque part en Asie de l'Ouest, dans l'une de ces bases. Les États-Unis pleurent. Oh mon Dieu, des citoyens américains sont tués. Nous devons renforcer notre sécurité. C'est toujours le moment où je dis, c'est vraiment intéressant qu'aucun soldat suisse ne soit tué en Asie de l'Ouest. Les Suisses sont bien meilleurs pour protéger leurs soldats en ne les ayant pas là-bas. Mais ce discours s'étend, n'est-ce pas? This discourse is expanding, isn't it? I mean, think of the brouhaha. Je veux dire, pensez au brouhaha déclenché par l'incident de Benghazi, dans lequel 3 ou 4 agents de la CIA américaine ont été tués. Ce petit avant-poste organisait le transport d'armes accumulées après l'effondrement du régime de Kadhafi. Ces armes étaient expédiées en masse via la Turquie pour soutenir les insurrectionnistes djihadistes en Syrie et dans le nord de l'Irak. Pendant plusieurs années, les États-Unis étaient en alliance tacite avec une branche d'Al-Qaïda, le même groupe qui a perpétré le 11 septembre. C'est un fait avéré. Mais vous avez raison, il y a cette réaction exagérée en Amérique. Vous vous souvenez de l'incident au Mali? 3 ou 4 Américains ont été tués alors qu'ils menaient des missions de recherche et de destruction contre les populations sahariennes. Dans le Sahel, la supposée branche d'Al-Qaïda est en réalité un groupe d'anciens contrebandiers de cigarettes devenus djihadistes. Soulignons quelque chose que nous avons négligé jusqu'à présent. Nous parlons d'événements critiques qui ont un effet traumatique et durable. Bien sûr, nous devons parler du 11 septembre. Ce que le 11 septembre a fait, presque exactement 10 ans après l'effondrement final de l'Union soviétique, c'est de bouleverser l'idée qu'il n'y avait plus de menace. Les États-Unis étaient désormais véritablement invulnérables. Et l'objectif, via la stratégie avancée, était de consolider et de maintenir
cette invulnérabilité. Puis soudainement, les États-Unis ont été attaqués physiquement pour la première fois depuis Pearl Harbor. Le continent américain a été attaqué physiquement pour la première fois depuis 1812. Le choc pour le psychisme américain a été énorme. And the shock to the American psyche was enormous. And I think that the lasting effects. Et je pense que les effets durables les plus pertinents pour ce dont nous discutons en termes d'attitude et de conduite de l'Amérique dans le monde aujourd'hui sont doubles. Premièrement, cela a laissé un sentiment persistant d'insécurité, conduisant à une impulsion d'agir internationalement pour éliminer cette insécurité. Cela s'est initialement concentré sur le terrorisme, lançant la guerre mondiale contre le terrorisme, qui est devenue très largement définie et a justifié beaucoup de nos efforts, y compris des entreprises tout à fait absurdes en Irak et en Afghanistan. Deuxièmement, cela a confirmé la nécessité d'institutionnaliser la doctrine Wolfowitz. Le 11 septembre a montré que les États-Unis sont vulnérables, non seulement de manière abstraite, mais face à toutes sortes de menaces inattendues. Et donc, nous devons diriger le monde. En d'autres termes, à la manière de Wolfowitz, dans un mode véritablement hégémonique, pour empêcher cela de se produire. Cela correspond très bien à la notion de Wolfowitz de prendre des mesures préventives, ce qui signifie agir avec force pour empêcher toute menace d'émerger. C'est ce que nous faisons à l'égard de la Chine. La menace chinoise est perçue à Washington, et pas seulement à Washington, mais par toute la classe politique américaine et les médias. Est-ce une menace tangible? Évidemment, ce ne l'est pas. En termes économiques, c'est compliqué. La menace chinoise est une menace purement existentielle, et c'est un mot surutilisé et souvent mal utilisé. Mais c'est approprié dans ce contexte parce que la menace que représente la Chine est simplement basée sur son existence. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec ce que fait la Chine ou ce que dit la Chine. Le fait qu'elle existe et qu'elle possède des capacités grandes et croissantes devient intolérable, tant en termes de réflexion stratégique qu'en termes émotionnels et psychologiques pour l'Amérique. Il n'y a pas d'autre explication pour justifier pourquoi les États-Unis ont choisi de se battre avec la Chine et pourquoi des personnalités publiques parlent de l'inévitabilité d'une guerre avec la Chine dans 3 à 5 ou 5 à 7 ans. C'est totalement ridicule en termes de plausibilité. Il n'y a rien d'inévitable à cela. D'où cela provient-il à l'origine? Et je ne parle pas nécessairement de la psychologie de la chose, mais comme vous l'avez dit, le système des États-nations fonctionne, au moins depuis le XVIIe siècle, plus ou moins autour de ces unités individuelles, essayant d'être stables à l'intérieur et sécurisées à l'extérieur. De temps en temps, ils se battent entre eux. Et oui, l'existence est menacée. Mais les États-Unis fonctionnent si différemment. Cela a-t-il quelque chose à voir avec le fait que les États-Unis, tels qu'ils existent aujourd'hui, sont une création très artificielle et très récente? Sa population d'origine a été purgée, complètement éradiquée et remplacée par une autre. En 250 ans, ils sont devenus institutionnellement ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qui est une sorte de moment de tabula rasa sur un continent entier. Cela fait-il partie de ce développement? Peut-être que la vision américaine de la sécurité n'est pas ancrée dans la géographie, comme c'est le cas pour presque tous les autres pays du monde. Peut-être à l'exception de quelques autres endroits purgés, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Eh bien, n'oubliez pas le Vanuatu, qui vote avec nous à l'ONU, et Nauru, qui vote avec nous. Vous savez, les 4 votes contre certaines de ces résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU concernant Gaza. Nous étions en bonne compagnie. C'était les États-Unis, Israël, Vanuatu et Nauru.
Qui était le partenaire principal? Eh bien, Israël était le partenaire principal, les États-Unis étaient, etc., etc. Et puis il y avait les autres. Non, d'accord. Le point principal que vous avez soulevé est absolument synonyme, pertinent, important et central. Les États-Unis sont consciemment nés contre l'histoire, croyant être nés contre l'histoire. C'est le fondement de ce sens profondément enraciné de l'exceptionnalisme américain. L'exceptionnalisme combiné à la supériorité à cette époque, non pas en termes physiques et tangibles, mais en termes moraux, vaguement définis. Le sentiment était que les États-Unis étaient nés à contre-courant de l'histoire, dans une condition de vertu originelle. Ils s'étaient consciemment séparés, non seulement du vieux monde, car c'était le seul point de référence, mais spécifiquement de l'Europe, ses formes, sa politique, son histoire et tout le reste. La notion que les États-Unis restent à l'écart par principe, évitant les alliances contraignantes et les jeux de la politique de pouvoir, faisait partie de cette condition et de cette opportunité. La grande ironie de l'histoire américaine, bien sûr, est que le pays qui se croyait né contre l'histoire est devenu l'histoire et est devenu le principal déterminant de l'histoire mondiale au cours des 75 à 80 dernières années. Mais les Américains disaient, vous savez, même si nous avons joué le jeu de la politique de puissance, laissant de côté la guerre du Mexique et la guerre hispano-américaine, dans le grand jeu de la politique de puissance, nous cultivons toujours cette image de nous-mêmes comme étant bien intentionnés, plus moraux et créant plus de biens publics. En d'autres termes, ce que les États-Unis font n'est pas seulement dans l'intérêt des États-Unis, mais aussi dans l'intérêt du monde. Ce que les États-Unis visent, c'est la paix, la stabilité et la démocratie. Nous sommes la nation indispensable qui peut favoriser cela. Nous sommes la nation indispensable en termes de protection des démocraties libérales contre les défis et ceux qui s'opposent à nos efforts pour apporter la démocratie libérale et avec elle, la paix, la prospérité et la stabilité. Que ce soit l'Ukraine, la Moldavie ou le Kazakhstan, où des coups d'État ont été tentés et ont échoué, que ce soit la Géorgie, l'Afghanistan ou la Mésopotamie. Quand on prend du recul et qu'on réalise, voici ce pays, les États-Unis, situé là où il est, poursuivant des ennemis dans les déserts et les montagnes arides de l'Afghanistan, dans la partie la plus reculée de l'Asie centrale, du point de vue américain, ou essayant de remodeler les civilisations vieilles de 6000 ans de la Mésopotamie à notre image, c'est totalement ridicule. Mais si vous n'y réfléchissez pas sérieusement, et si vous avez été imprégné, comme le sont les décideurs américains, de cette conception particulière de l'exceptionnalisme américain, cela devient possible. Cela devient possible, mais bien sûr, vous êtes destiné à échouer, ce que nous avons fait et faisons encore. C'est tellement une chose occidentale, judéo-chrétienne à faire. Quand quelque chose se passe dans le monde que vous approuvez, vous le présentez comme si cela s'était produit, parce que nous voulions que cela se produise. Et si quelque chose se passe que vous n'approuvez pas, c'est arrivé parce que nous n'avons pas fait assez de ce que nous aurions dû faire. Tout est lié à cette centralité des États-Unis ou à cette manière de diriger le monde. Un exemple que j'ai est un de mes professeurs japonais qui m'a dit un jour qu'il ne pouvait pas y croire lorsque George Bush Jr. a dit à propos de l'Afghanistan que les États-Unis n'auraient aucun problème à démocratiser l'Afghanistan parce qu'ils l'avaient fait avec succès avec le Japon après la Seconde Guerre mondiale lorsqu'ils les ont occupés. Il ne pouvait pas y croire. Le Japon ne s'est pas démocratisé à cause des États-Unis.
Le Japon expérimentait la démocratie depuis les années 1870 et avait traversé différentes itérations. Puis est venue l'occupation, qui a changé le système, mais n'a pas du tout changé les élites politiques sous-jacentes. Donc, c'est une façon stupide de penser à qui apporte la démocratie. Thinking of who brings democracy. Eh bien, en d'autres termes, ce que vous avez est une prétention occidentale, dont le cœur est une prétention américaine. Au cours des 400 ans d'expansion et de domination occidentale du monde, il y avait plusieurs dimensions. Cela reposait principalement sur la supériorité technologique et militaire, mais aussi sur des facteurs économiques et autres. Les États-Unis se voyaient en contraste avec l'Europe, avec ses États querelleurs et belliqueux. D'un point de vue américain, l'Europe est progressivement devenue plus civilisée, plus comme nous. La consolidation de la démocratie libérale en Europe occidentale et dans certaines parties de l'Europe centrale après la Seconde Guerre mondiale est perçue comme une confirmation de l'influence bienveillante des États-Unis. Ainsi, lorsque le mur de Berlin est tombé et que l'Union soviétique s'est effondrée, ils ont pensé qu'ils pouvaient continuer cela à travers le continent. Dans une large mesure, cela a réussi. Cela a confirmé dans l'esprit des Américains l'idée que c'était naturel. Ils croyaient qu'il y avait une téléologie à l'œuvre dans le monde, pointant vers et menant à une démocratie constitutionnelle de style occidental et à des marchés libres. Francis Fukuyama. Oui, et la culture d'accompagnement, la culture politique, les formes sociales, et ainsi de suite. C'est de cette attitude que découle la remarque de Bush. Eh bien, nous l'avons fait au Japon, nous le ferons en Afghanistan. Maintenant, il y a des gens qui sont plus réalistes, comme Newland, qui dans leur honnêteté définissent cela strictement en termes de pouvoir. Pas de téléologie, pas d'idéalisme. Ils croient que le système américain est le meilleur et le plus réussi. Mais essentiellement, c'est un jeu de pouvoir. Nous devons battre les Russes et les Chinois. C'est nous ou eux. Ce n'est pas un courant insignifiant dans la pensée dogmatique dominante à Washington. Mais pour plaire au public, ils doivent encore l'enrober dans le langage du libéralisme, n'est-ce pas? Parce qu'il faut encore le vendre à une population électorale de 200 millions de personnes. Bien qu'il y ait des éléments aux États-Unis qui soient tout à fait à l'aise avec cette notion dure et réaliste, beaucoup d'entre eux sont actifs dans le mouvement MAGA de Trump. Ce sont des personnes qui pensent en termes de nous contre eux, d'hostilité et d'ennemis. Leur principal objectif et cible sont les gens chez eux aux États-Unis qu'ils veulent écraser et éliminer. Puis-je vous demander cependant, parce que nous avons déjà dépassé 1 heure, une dernière question sur le concept de votre essai, hégémonie ou échec. Pensez-vous que l'adhésion de ces personnes à ces idéaux hégémoniques les amènera à être prêtes à faire réellement l'ultime chose, comme si nous ne pouvons pas vous dominer? Alors personne ne peut exister sur cette planète. Pensez-vous que cela en fait partie? Pas consciemment, mais cela conduit à la prise de risque. Ce genre d'attitude totalement injustifiée et imprudente de la part de la Chine dans le détroit de Taïwan, les provoquant et promouvant l'indépendance taïwanaise, et élaborant et exécutant des scénarios de guerre contre la Chine, pourraient concevoir un véritable conflit et devenir incontrôlable. L'une des choses que l'Union soviétique et les États-Unis ont évité pendant les décennies de la guerre froide était toute confrontation directe. Ils se sont affrontés par procuration dans certains endroits, comme en Corée, au Vietnam et en Afghanistan. La seule fois où ils se sont directement engagés l'un contre l'autre, c'était lors de quelques combats aériens
au-dessus du fleuve Yalu, entre des chasseurs américains et des MiG pilotés par des Russes. Mais cela n'a pas eu de l'ampleur et n'avait pas le potentiel de conduire à une escalade. L'escalade est venue du côté chinois avec une intervention au sol à la fin de 1950. Il y a donc un risque réel qu'une dynamique se développe, échappe à tout contrôle et mène à une catastrophe totale. Un autre point que nous avons négligé de mentionner est que, en termes objectifs, le monde est maintenant divisé en deux blocs. Un bloc occidental et un bloc dirigé par la Russie et la Chine. Cette division défiera le bloc occidental sur tous les fronts, non seulement géographiquement, mais aussi en termes de sécurité et de puissance militaire. Les armes russes sont pour la plupart meilleures que les nôtres. Que ce soit en livrant des armes nucléaires par des missiles hypersoniques ou en lançant des missiles non hypersoniques depuis des sous-marins Trident, les deux côtés seraient totalement détruits. Non-hypersonic missiles from Trident submarines, both sides will be utterly destroyed. But that's another macabre subject. Mais c'est un autre sujet macabre. Donc oui, les États-Unis sont déjà désavantagés parce qu'ils ont fait tout ce qui était concevable, presque comme s'ils suivaient un plan conçu à Pékin et à Moscou. Cela a réuni et consolidé un partenariat extraordinaire entre la Russie et la Chine, économiquement, diplomatiquement et militairement. Ce partenariat est en train de s'institutionnaliser d'une manière qui inclut d'autres pays à travers les BRICS, etc. Cela conduira inévitablement à la fin de la domination du dollar américain. Cela aura des effets de choc énormes sur l'économie américaine. Après tout, les États-Unis ont effectivement reçu pour $500 million de biens gratuits du reste du monde au cours des 40 dernières années, sans avoir à les payer. Oui, vous les payez. Et lorsque les gens prennent cet argent, dans le cadre d'un accord conclu dans les années 1970, ils le déposent dans des institutions financières américaines. Cela va prendre fin. Les États-Unis ont été exceptionnels en ce sens, qu'ils n'ont pas eu à se soucier des balances des paiements ou des équilibres budgétaires. Nous avons profité du reste du monde. Donc c'est un fait maintenant. Nous avons perdu en ce sens. La notion d'hégémonie est maintenant totalement absurde. Elle est hors de portée des États-Unis et de leurs alliés et partenaires occidentaux, certainement au cours des 33 dernières années. Mais c'est un fait de la vie et c'est permanent. That's a fact of life, and it's permanent. So we talked about the United States seeking permanent security. Alors, nous avons parlé des États-Unis cherchant une sécurité permanente. Maintenant, ils ont une insécurité permanente au sens large, parce qu'ils vont devoir faire face à un bloc de nations aussi fort et stable qu'eux. Sur le plan de la stabilité, il n'est pas évident que nous allons maintenir, certainement aux États-Unis et peut-être même en Europe, un degré de stabilité qui nous permettra de rivaliser ou de nous adapter avec une chance raisonnable de succès. Regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Nous sommes au bord de devenir une démocratie défaillante. Et c'est aussi ce passage des États-Unis en tant que modèle que de nombreux pays aspiraient à suivre et à imiter, à une nation qui doit maintenant utiliser la force brute pour imposer le système qu'elle veut contrôler. Ce changement incite en fait d'autres à créer de nouveaux systèmes que les États tiers veulent rejoindre. Le succès des BRICS ne réside pas dans leur capacité à imposer leur structure, mais dans le fait que tout le monde veut y adhérer et commencer à construire de nouvelles structures pour contourner les systèmes américains. Ils veulent se joindre pour des raisons évidentes d'intérêt personnel. Le soft power américain a maintenant, vous savez, disparu. Il n'existe presque plus, sauf en termes d'artefacts culturels, de culture pop et ce genre de choses. Nous n'avons plus d'autorité morale à ce stade. Gaza a mis un point final à cela, et nous ne sommes plus un modèle.
Les Américains, d'ailleurs, ignorent totalement et ne prêtent aucune attention à la façon dont les événements extraordinaires aux États-Unis, la dégénérescence de la démocratie américaine, sont perçus à l'étranger. Il n'y a aucun sens de cela. Pensez-y strictement en termes de problèmes domestiques. Même les personnes qui s'en inquiètent beaucoup y pensent strictement en ces termes. C'est comme des familles domestiques qui se disputent depuis des années, et cela a pris une toute nouvelle dimension. Ils ne prêtent aucune attention au fait que leurs voisins, collègues et familles élargies remarquent cela et que leurs attitudes changent en conséquence. Les Américains n'ont absolument aucune conscience de cela et de ses implications. Ce n'est pas une note joyeuse pour conclure, mais j'aimerais trouver quelque chose de plus positif. Mon point positif est que la meilleure approche pour la transition vers ce monde multipolaire est peut-être de rassurer les États-Unis. Nous devons leur faire comprendre que même dans un monde multipolaire, nous assurerons leur sécurité et que personne ne veut leur faire de mal. Il y aura toujours une place pour les États-Unis. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous serez toujours l'un des acteurs majeurs et nous continuerons à interagir avec vous. Même si vos actions actuelles envers nous sont quelque peu hostiles, nous comprenons qu'elles découlent de l'insécurité. Nous vous accueillerons toujours à bras ouverts. Je veux dire, Poutine l'a dit explicitement, non pas d'une position future postulée de supériorité, mais juste en parlant généralement. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire beaucoup plus que coexister. Nous pouvons avoir des relations très cordiales, même si à certains égards nous sommes différents. Les Chinois n'ont pas été aussi explicites que Poutine, mais ils ont dit des choses similaires. Les Chinois ont leur propre sens aigu de la supériorité. La différence est qu'ils n'ont jamais eu de sens de mission. Ils n'ont jamais ressenti qu'ils devaient être un modèle pour le monde ou exporter leur idéologie. Une des raisons à cela est qu'ils croyaient qu'il n'y avait personne d'autre dans le monde qui pouvait les égaler. En fait, ce n'est pas faux. Et ils n'ont jamais vraiment été domaine de la construction d'empire. They've never really been in the empire building business. I mean, there was expansion to the north and the west, largely these extensive fighting. Il y a eu une expansion vers le nord et l'ouest, ce qui a déclenché des combats intensifs avec divers groupes, souvent appelés barbares, qui envahissaient la Chine. Ils ont également combattu les Tibétains il y a 1200 ans, pas seulement récemment. Il y a eu une expédition de la dynastie Ming en Birmanie qui s'est enlisée dans la jungle. Et bien sûr, il y a eu les 2 tentatives mongoles d'envahir le Japon dans les années 1280. Oui, mais ce n'étaient pas les Han chinois, c'étaient les Mongols. Et les Mongols étaient implacables. Ils allaient partout, au sud, à l'ouest, à l'est. C'est incroyable. Il est difficile d'envoyer des ordres de cavalerie des steppes sur 100 miles d'eau, mais c'était une tempête. L'histoire, d'ailleurs, est similaire à celle de l'armada espagnole. Dans les 2 cas, ils ont rencontré des tempêtes. Oui, c'était de la malchance. Et les navires ont été détruits avant de pouvoir atteindre le Japon. Seuls quelques soldats qui ont échoué sur les plages japonaises ont été simplement abattus. Un autre fait intéressant, lors du premier grand effort, l'amiral était coréen parce que les Mongols n'avaient aucune expérience de la navigation. Les marins étaient coréens. Et vous savez, le mot kamikaze, qui est devenu célèbre plus tard à cause des avions, dérive de cet événement. Le vent de Dieu qui a sauvé l'île. Kami signifie Dieu et kaze signifie vent. Donc cela se traduit par vent de Dieu.
À l'origine, il faisait référence aux 2 typhons qui ont repoussé l'invasion mongole. Plus tard, le terme a été appliqué aux pilotes suicides pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne savais pas cela. Je ne l'ai jamais su. Eh bien, ça a été une excellente session, j'ai vraiment apprécié. Oui, merci beaucoup, Michael. C'était très éclairant. Et cela me donne beaucoup de nouvelles pistes de réflexion, surtout dans le contexte des relations internationales. Nous essayons de comprendre comment les États bougent. Pas les individus, mais comment les États bougent. Cela semble être une manière très utile de cadrer le mouvement des États-Unis. Alors, merci, Michael. Et merci, Pascal. Maintenant, c'est l'heure du dîner pour moi et l'heure du petit déjeuner pour toi. It's Tovio Woodin. Merci. Michael.